Le président de l'Assemblée nationale conduisant une délégation s'est rendu successivement aujourd'hui à l'hôpital de référence de Kwaretegui et le centre mère-enfant de Yantala. Détail dans ce journal. Ensuite, depuis ce matin de la troisième session du projet de gestion des risques de catastrophe, précision dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition d'information. Tout d'abord, ouverture aujourd'hui à la primature des travaux de la troisième session du comité de pilotage du projet de gestion des risques de catastrophe et de développement urbain. Ousmane Sidiko et Ibrahim Abdou pour le reportage. L'affiche est complète à travers la présence effective de ses participants à la troisième session ordinaire du comité de pilotage du projet de gestion de risques de catastrophe et de développement urbain. Des points sont inscrits à l'ordre du jour dont l'approbation du programme de travail. Ce plan de travail pour l'année 2016 englobe pour l'essentiel les activités pertinentes structurées autour des investissements pour la maîtrise des inondations à travers notamment la réalisation des infrastructures de maîtrise de ces inondations, de drainage, d'irrigation, de réhabilitation des bassins versants, ainsi que celles relatives au renforcement des capacités des structures nationales en termes de gestion des risques de catastrophe. Ainsi, le montant prévisionnel de ce plan de travail et budget annuel qui sera soumis à l'appréciation du comité, pour le moment est évalué dans environ 20 milliards de francs CFA, dont l'essentiel, plus de 99%, est en investissement. Mais aussi et surtout le budget annuel pour 2016. Ces investissements sont également appelés à avoir un effet positif sur la croissance de la production agricole, principale source de revenus pour plus de 80% de la population nigérienne. C'est pourquoi les plus hautes autorités de notre pays accordent une attention toute particulière à tous les investissements qui sont de nature à promouvoir la lutte contre la pauvreté et la protection des groupes les plus vulnérables. Un projet dont pour sa mise en œuvre sont attendus des résultats. C'est d'abord l'amélioration de la capacité de rétention en eau des bassins versants critiques, la présence d'infrastructures efficaces de protection, de drainage et d'écoulement des eaux, une capacité renforcée des autorités locales en termes de gouvernance urbaine et de planification, et enfin une capacité accrue du dispositif national de prévention et de gestion des catastrophes et crises alimentaires, notamment en termes de prévention, d'alerte et de réponse. Cette troisième session ordinaire du PGRCI2 veut tout son pesant d'or, d'où son objectif de développement d'améliorer la résilience des populations nigériennes à travers des interventions sur des sites ciblés, ainsi qu'au renforcement des capacités des structures nationales à répondre rapidement et efficacement en situation d'urgence. Déclaration ce matin dans la salle de conférence de l'hôpital national de Niamey de la création du SINASAS, le syndicat national des agents de la santé et de l'action sociale. Compte rendu Nasser Antoufo et Aboubakar Solé. Le SINASAS, syndicat national des agents de la santé et de l'action sociale, c'est le tout nouveau syndicat et le énième dans le secteur de la santé publique. L'annonce a été faite ce mercredi 30 décembre à travers une déclaration. La période post-conférence nationale du Niger a connu un foisonnement de structures syndicales. Cette situation, rendue possible par plusieurs facteurs, a eu pour conséquence la fragilisation progressive de l'action syndicale dans presque tous les secteurs socio-professionnels. Du coup, les travailleurs nigériens peinent à améliorer leurs conditions de vie et de travail face à des pouvoirs publics et des employeurs prêts à tout pour garantir leur seul profit. Aujourd'hui, l'activité syndicale semble s'exercer sur des bases dénuées de toute idéologie, fondée sur la place et le rôle du travailleur dans la transformation de la société. Les secteurs de la santé et de l'action sociale n'échappent point à cette négative réalité. Aussi,
nous a-t-il paru nécessaire de marquer un sursaut en œuvrant, conformément aux conventions internationales et aux lois et règlements de la République du Niger, pour l'avènement d'un cadre de lutte dont les valeurs cardinales sont la liberté, la solidarité et l'action. Ce cadre que nous dénommons Syndicat national des agents de la santé et de l'action sociale SYNASAS vise à la défense des intérêts matériels, moraux et professionnels de ses militants à travers l'adhésion consciente et libre des travailleuses et des travailleurs des 10 secteurs. C'est pourquoi nous invitons toutes les travailleuses et tous les travailleurs des cadres de la santé et de l'action sociale à adhérer massivement à cette action en vue de l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Ainsi, le SYNASAS s'engage à apporter sa contribution à l'amélioration de la santé des populations du Niger. Ce matin, le ministre de la Communication Yahya Sadissou a animé un point de presse relativement à la grève de 48 heures entamée par la presse publique suite au mot d'ordre déposé par le SYNAMEP. Le résumé de ce point de presse avec Michel Deji et Soumaïla Abdoulaye. Le premier point des revendications des syndicats des médias publics sur lequel le ministre de tutelle s'est apaisanti est celui de l'augmentation des salaires des agents de ces médias que le ministre Yahouza ne trouve pas opportune et donc irréalisable si elle doit être considérable. Nous ne pouvons pas accepter une augmentation significative pour diverses raisons. Notre pays connaît un problème de sécurité. Le gouvernement a décidé de donner la priorité, n'est-ce pas, à la question de sécurité. Et c'est pourquoi la réduction a été faite dans un nombre de sociétés pour financer la sécurité. Et dès que la situation redevient normale, il n'y a aucun problème. Ces différentes sociétés vont retrouver, ou mieux même, n'est-ce pas, les subventions vont être augmentées. Là, c'est l'engagement du gouvernement et c'est l'option du gouvernement. Deuxièmement, nous avons à l'ERTN une centaine de collaborateurs. Nous sommes engagés dans le processus de recrutement de certains de ces collaborateurs. D'autres sont là pendant plus de 10 ans. D'autres ont 8 ans. D'autres sont restés au-delà de 10 ans sans être recrutés. Est-ce que vous trouvez cela normal qu'on augmente des salaires à 250% à des agents pendant que d'autres qui font le plus gros du travail sont là sans être payés pendant plus de 10 ans pour certains? Nous avons dit non. La question de ristourne, parlons-en. Aujourd'hui, l'ORTN distribue à la fin de chaque mois 32,5% de ses recettes globales en termes de ristourne à ses agents. Et ça, c'est pas le salaire, hein, c'est seulement des ristournes, s'il vous plaît. Donc, à titre d'exemple, le mois de novembre, il y en a qui ont perçu en termes de ristourne 115 000 francs CFA. Le ministre Yahouza Sadissou, qui dans ses études comparatives avec la grille salariale des médias privés, trouve que ces agents des médias de l'État doivent plutôt s'estimer beaucoup heureux. Par rapport au point de revendication sur la modernisation des équipements des médias publics, le ministre de la Communication donne les arguments suivants. À l'ORTN, par exemple, c'est intégralement tout le matériel qui va être rénové, qui va être numérisé. Et c'est pour la faramineuse somme de 30 milliards de francs CFA dans le cadre du projet de la TNT. Quand vous prenez l'ONEP, actuellement, il y a une nouvelle machine qui a été livrée à l'ONEP de 800 millions de francs CFA. Allez-y à l'ONEP aujourd'hui, vous allez voir les bâtiments qui sortent du sol pour accroître la capacité de l'ONEP. L'ANP, n'en parlons pas. Aujourd'hui, nous sommes le 30, du matériel de plus de 100 millions, je dis bien aujourd'hui, ont été réceptionnés pour l'ANP. Et le processus continue. Le ministre de la Communication parlant au nom du gouvernement qui a enfin appelé les syndicats des médias publics à se ressaisir
pour faire renaître un nouveau climat de dialogue franc et de sérénité dans le secteur. L'hôpital de référence de Kwaretegui et le centre mère-enfant de Yantala en construction ont reçu la visite d'une délégation de l'Assemblée nationale conduite par le président Amadou Salifou. L'objectif étant de s'inquiéter de l'état d'avancement des travaux. Reportage Michel Deji et Saroudoumi. C'est une visite qui s'inscrit dans la droite ligne du contrôle de l'action gouvernementale qui est l'une des missions fondamentales de l'Assemblée nationale. Et si l'exécutif fait son travail, nous sommes obligés de contrôler. Nous sommes très satisfaits de voir qu'au Niger, il y a des choses qui sont en train de se faire. Cet hôpital qui est en construction, je suis convaincu qu'une fois fini, va aider les Nigériens à s'établir socialement. Nous savons qu'aujourd'hui, dès que quelqu'un tombe malade, il nous faudra l'expatrier, soit dans les pays du Maghreb, soit en Europe, soit quelque part de l'autre côté de la Méditerranée. Mais aujourd'hui, je suis convaincu qu'une fois fini, nous allons être nous-mêmes, je vais dire, avec le ministère de la Santé. Je crois que les malades vont souffrir le moins possible parce que, vous savez, un malade, quand on l'amène, quand il tombe en syncope, il a besoin d'être pris en charge immédiatement. Et cela, je pense que nous l'avons à nos yeux, auprès de nous. C'est une prouesse. Selon les techniciens chinois et nigériens de cet hôpital de référence contenant au moins 500 lits et 14 salles d'opération, ces travaux sont à leur stade de finition avec un taux d'exécution d'environ 94%. C'est un sentiment de fierté totale qui m'anime d'abord en tant que Nigérien, le fait de voir une telle infrastructure accordée à notre pays. Et ensuite, en tant que jeune entrepreneur qui a pu, avec la sous-traitance de l'entreprise BUCG, et en tant qu'entrepreneur, on a pu réaliser ensemble ce joyau. Donc, quand on dit hôpital de référence, il ne faut pas comprendre seulement que c'est l'entreprise chinoise. Il y a des mêmes mises nigériennes dedans. Deuxième chantier visité par le président de l'Assemblée nationale, c'est celui du Centre de la mère et de l'enfant dont les travaux ont été lancés en décembre 2014 pour prendre fin en mai prochain. Je peux vous dire que bientôt, en tout cas, cet ensemble va recevoir la mère et l'enfant. Nous savons qu'aujourd'hui, la maternité de Gazobi est très saturée et a besoin d'être décongestionnée. Et je pense que c'est le lieu ici de recevoir ces mères qui ont besoin d'être prises en charge et les enfants de suivre leur maman. Notons que dans l'agenda du président de l'Assemblée nationale, c'est le chantier de construction de la centrale thermique de Gourbanda, dont une partie a pris feu dimanche dernier, qui recevra la visite de cette délégation parlementaire dans la matinée de ce jeudi 31 décembre 2015. La Centrafrique a appelé aux urnes aujourd'hui pour ouvrir une nouvelle page de son histoire. Élections présidentielles et législatives dans ce pays de près de 5 millions d'habitants qui a connu de nombreuses violences intercommunautaires depuis 3 ans. Récit de Marie Schuster. Dans le quartier musulman du PK5 à Bangui, la tension est palpable. Les casques bleus de l'ONU assurent la sécurité du scrutin. Lors du référendum du 13 décembre dernier, des hommes armés avaient fait irruption dans plusieurs bureaux de vote. Mais ce mercredi matin, ni l'insécurité, ni les retards à l'ouverture, ni les cafouillages d'organisation ne semblaient entamer l'enthousiasme et la détermination des électeurs. Très fier même. Bon, si par exemple aujourd'hui, s'il n'y a pas de vote là, on ne peut pas être libre quoi. Si on a voté, on est maintenant libre. Tout le monde est en joie.
Non, oui, aujourd'hui c'est la plus belle journée pour tous les Centrafricains de venir voter un président capable de mettre la paix, la sécurité et tout. Depuis 3 ans, le pays est à feu et à sang. Son économie est sclérosée et ne tient plus que grâce à l'aide de ses bailleurs, au premier rang desquels la France. Ces élections sont aussi l'occasion de sortir d'une crise sans précédent. Parce qu'on veut un président rassembleur qui peut ramener la paix. Parce qu'il y a beaucoup de diplômés qui sont là, il faut qu'il y ait l'intégration et puis il faut qu'il y ait beaucoup d'entreprises qui vont venir dans le pays et comme ça fera le développement de notre pays et c'est ça qui fera le changement dans notre pays. 30 candidats sont en lice pour succéder à la présidente par intérim Catherine Samba-Panza et les opérations de dépouillement s'annoncent longues. Les premiers résultats devraient être annoncés dès jeudi. Les résultats définitifs ne sont pas attendus. Toujours en Centrafrique, les défis qui attendent les futures autorités sont de taille. Réconcilier chrétiens et musulmans du pays, rétablir la souveraineté nationale sur l'ensemble du territoire. Tour d'horizon des enjeux avec Vanessa Abba. Tir à l'arme lourde dans ce quartier du PK5. Nous sommes le 13 décembre, jour de référendum. Depuis le renversement de François Bozizé, il y a près de 3 ans maintenant, la Centrafrique est plongée dans la violence. Les affrontements intercommunautaires ont fait des milliers de morts. Le pays est profondément divisé. Restaurer la paix sera donc la priorité numéro 1. Le nouveau président devra d'abord désarmer les différentes factions rebelles qui multiplient les actes de pillage, raquettes et violences dans tout le pays. Il faudra aussi rétablir l'unité du pays et notamment réconcilier chrétiens et musulmans. Devant ce bureau de vote ce mercredi, les attentes sont nombreuses. On veut un président rassembleur qui peut ramener la paix. Voter un président capable de mettre la paix, la sécurité. Après des années d'instabilité, les Centrafricains voient en ce scrutin le début d'une nouvelle ère. Ce que les Centrafricains réclament, c'est un engagement fort de la part de leurs nouveaux dirigeants pour réellement ramener la prospérité, la stabilité et la paix. Et ce sera très difficile pour celui qui devra assumer ses responsabilités. Le nouveau président aura aussi la responsabilité de restaurer la souveraineté de l'État. Le pouvoir central peine à reprendre le contrôle de la totalité du territoire. Des régions entières sont encore sous la coupe de milices hostiles à l'État. Il faudra également faire revivre les institutions, toutes paralysées depuis des années. Autre défi de taille, relancer l'économie. Les richesses du sol sont nombreuses, or, diamants, uranium. Pourtant, la Centrafrique est l'un des pays les plus pauvres au monde. 70% de sa population vit sous le seuil de pauvreté. Face à tous ces défis, le nouveau président devra s'appuyer sur l'aide internationale. En Corée du Nord, la télévision d'État a annoncé la mort d'un officiel, un proche du dirigeant Kim Jong-un. Il était en charge du dossier du rapprochement entre la Corée du Nord et celle du Sud. Commentaire Marc Pop. Un pas en arrière dans la relation entre les deux Corées. Kim Jong-un était en effet chargé de présider la réconciliation avec la Corée du Sud. Il était, selon le communiqué lu à la télévision d'État, le compagnon d'armes le plus proche du dirigeant nord-coréen. Kim Jong-un, membre du bureau politique, secrétaire du comité central du Parti des travailleurs de Corée et député de l'Assemblée du peuple suprême de la République démocratique populaire de la Corée, est mort dans un tragique accident de la circulation à 6h15 heure locale le 29 décembre. Il avait 73 ans, il bénéficiera de funérailles d'État. Le nombre limité de voitures qui circulent dans le pays et le manque de détails sur les circonstances de l'accident ont nourri les rumeurs, laissant penser que cette mort est suspecte. De plus, ce décès vient s'ajouter à ceux d'autres officiels nord-coréens qui ont disparu selon la version officielle dans des circonstances identiques. Mais toute vérification indépendante reste très difficile dans un État où règne le secret et le totalitarisme. Selon certains observateurs, l'homme était un des bras droits de Kim Jong-un et avait entrepris des mesures concrètes pour unifier le Nord et le Sud, soulevant ainsi des questions sur les circonstances de sa mort. Kim Jong-un avait notamment fait partie de la délégation qui a participé en août dernier à la reprise du dialogue entre Séoul et Pyongyang, après un échange de tirs d'artillerie entre les deux pays. Quelque temps après, les deux Corées avaient repris l'organisation de retrouvailles entre des familles séparées par la guerre.
Le dirigeant nord-coréen a écarté plusieurs de ses conseillers depuis son arrivée au pouvoir en 2011, dont son propre oncle, exécuté en 2013. Il était alors considéré comme la deuxième personne la plus puissante du pays. Ce journal est à présent terminé. Merci de l'avoir suivi et passez une excellente soirée.